Je sais que les choix seront difficiles. Je crois qu'on doit prendre ces choix rapidement. Le statu quo n'est plus une option. Mon nom est Philippe Archambault, je suis professeur à l'Université Laval en océanographie ou en écologie marine et je suis aussi co-directeur scientifique du réseau canadien ArcticNet. Bonjour Philippe. C'est quoi la biodiversité? La définition de la biodiversité dans son sens un peu intuitif, c'est la variabilité de la vie sur Terre. En gros, on pourrait l'expliquer ça aussi, c'est combien on a d'espèces, combien on a d'animaux ou de plantes différentes sur notre planète ou à différents endroits. Ça, c'est le premier aspect. Un deuxième, c'est aussi la diversité des écosystèmes, des différents endroits où vivent ces animaux et ces plantes. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la diversité génétique, combien chaque individu est différent. Et on le voit très bien chez les humains, personne n'est 100% similaire. Notre diversité, entre nous, elle est vraiment génétique. Quelle place occupe la biodiversité marine dans la biodiversité mondiale? La place de la biodiversité marine sur notre planète est énorme. Il ne faut jamais oublier que la planète qu'on appelle Terre, en réalité, devrait s'appeler Océan. On est 71% recouvert d'océans. Donc, les océans ont un apport énorme et les espèces qui y vivent, que ce soit pour les pêcheries, ça donne des bénéfices à l'humain, que ce soit pour la protection des côtes par des marais salants, par des forêts de palétuviers qui vont protéger des grandes tempêtes. Donc, tous ces éléments-là, la biodiversité des océans nous rend des bénéfices à l'humain énormes. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité marine? Le premier, c'est les changements climatiques. Réchauffement des eaux à la grandeur de notre planète. C'est aussi la fonte des glaciers, la fonte des glaces en Arctique. Aussi, on a l'acidification des océans, qui est un peu une répercussion des changements climatiques. Et aussi tous les impacts anthropiques, que ce soit le son, que ce soit les déversements de pétrole, la pollution, les activités humaines, lorsque non contrôlées, ont donc des effets très négatifs sur nos espèces. La COVID-19 a provoqué un ralentissement de l'activité humaine, ce qui a eu des impacts positifs visibles sur l'environnement. La protection de la nature et de sa biodiversité est-elle compatible avec nos modes de vie et nos politiques économiques? Donc, durant la pandémie, on a vu des situations un peu anormales. On a pris des actions basées sur de la science pour que les gens diminuent leur activité, pour ne pas qu'il y ait une plus grande propagation de ce virus. Et les animaux et les plantes ont repris de l'espace dans l'environnement. Donc, relativement positif. Donc, lorsqu'on veut vraiment faire une action, il est possible de voir des renversements. On a aussi des exemples dans le passé un peu moins reluisants. Par exemple, dans les années 40 et 50, avec les plus de 22-23 essais nucléaires sur les atolls Bikini dans le Pacifique. Donc, et puis, il n'y avait aucune activité par la suite à cause des essais nucléaires qui ont eu lieu. Mais 70 ans plus tard, des études ont montré que les coraux étaient revenus à un niveau vraiment inespéré. Donc, on s'aperçoit que lorsqu'on a une fermeture, une diminution complète des activités humaines, il y a des possibilités. Avez-vous des exemples d'actions qui permettraient de rétablir la biodiversité? Donc, on a la création, par exemple, de zones de protection, qu'elles soient marines ou terrestres. C'est une action rapide, concrète qui se fait donc, et qui a des répercussions directement sur les espèces et sur l'environnement. Et je prends un exemple, si on conserve un endroit dans l'océan où il y a plusieurs poissons, qu'on n'a aucune pêcherie, qu'on n'a aucune activité humaine, éventuellement cet endroit va avoir une augmentation de ces espèces, mais ces espèces ne resteront pas immobiles à l'intérieur, ce n'est pas une cage. Elles vont donc sortir de ces espaces et recoloniser et on pourra pêcher à côté. Donc, ce n'est pas parce qu'on protège un endroit que soudainement on n'a plus du tout d'activité et qu'on n'a aucun bénéfice pour l'humain. En tant que chercheur, mais aussi en tant qu'individu, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette COP15? Oui, en tant que chercheur, qu'en tant que citoyen, en tant qu'humain sur cette planète, j'ai des attentes relativement élevées. Je sais que les choix seront difficiles. Je crois qu'on doit prendre ces choix rapidement. Le statu quo n'est plus une option. Le statu quo va faire qu'une diminution encore des espèces et du service et des bénéfices que ces espèces, que ces habitats rendent à l'humain. Il faut écouter davantage les scientifiques. On l'a fait durant la pandémie. On a écouté les scientifiques, on a isolé des villes complètes de notre planète en quelques jours. Donc, les actions sont possibles. Lorsqu'on a le vouloir, on a le potentiel. Donc, c'est la même chose pour la conservation de nos espèces, de nos milieux, de notre planète. Philippe Archambault, merci infiniment pour votre témoignage. Merci à vous.